Tout va bien. Bon alors, ravi. Donc, l'intitulé de la présentation est assez obscur, énergie libre, formalisme quantique, inconscient bayésien, etc. Mais il y a marqué spéculation délirante. Bon, parce que d'abord je déclare mes conflits d'intérêts. En fait, toutes ces histoires m'énervent considérablement. Et c'est pour ça que je vous remercie, parce que je n'avais jamais réfléchi à tout ça, parce que ça m'énerve. Voilà, c'est que il y a tellement eu d'histoires où des gens ont utilisé une espèce de verbiage mathématique abscon et qui du coup, comme personne n'y comprend rien, on a le droit de raconter n'importe quoi. Et là, en ce moment-là, le nombre de thérapies complémentaires qui appellent la mécanique quantique pour expliquer que la pensée magique existe, c'est épuisant. Et donc, j'avais entendu parler donc, de tous ces trucs, et puis donc récemment de l'énergie interne de Freestone. Et donc, ma première réaction, ça a été de dire, encore un délire, voilà, bon, ben, je laisse tomber. Et puis en plus, alors, quand même, comme de plus en plus de gens m'en parlaient, je suis allé voir les papiers, et les papiers sont incompréhensibles. Et donc, comme j'avais un a priori négatif, et qu'en plus c'est illisible, je laissais tomber. Et puis donc, du coup, vous m'avez fait souffrir, mais du coup, je me suis penché là-dedans, et puis, donc on va surtout parler des papiers de Freestone, mais pas que de ça, parce qu'il y a d'autres choses très intéressantes. Bon, et puis pour rebondir sur la présentation de David, en plus, il est anglais, Freestone, et donc, bon, ben, dans mon inconscient collectif, le fait qu'il soit anglais fait que je ne dois sûrement pas l'apprécier énormément. Alors, après ce petit moment de réflexologie, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, en fait, on pourrait tout résumer en disant que le cerveau est un auto-encodeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va revenir à des choses qui sont beaucoup plus simples. La réalité, c'est dangereux. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Et que, en fait, c'est l'obsession de notre vie, c'est que, il faut gérer ce danger. Et en fait, pour gérer le danger, on se construit des représentations de la réalité. On va travailler sur ces représentations. Ça va nous permettre d'anticiper les problèmes qu'on va avoir dans la vie, et donc de vivre longtemps et d'être heureux et d'avoir de beaucoup d'enfants. Alors, et il se trouve que les neurones, en particulier des réseaux de neurones, les neurones sont en réseau, eh bien ça construit bien des représentations. Voilà. Et pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Et bien, en langage intelligence artificielle d'aujourd'hui, quand on dit qu'un réseau de neurones construit des représentations, on dit qu'il est un auto-encodeur. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'en fait, le cerveau, c'est un auto-encodeur. Alors, plus précisément, on va modéliser tout ça de façon extrêmement simple. Donc, il y a la réalité, que l'on ignore et que l'on ignorera toujours, parce qu'en fait, ce qu'elle est réellement, on n'en sait rien. Par contre, il y a des interfaces sensorielles, les yeux, les ouïes, etc., qui font que la réalité pénètre en nous sous la forme d'informations. Et cette information, elle va être codée et surtout, elle va être comprimée. Parce qu'il y a énormément d'informations qui arrivent en permanence et c'est complètement ingérable. Alors non seulement on la comprime pour des raisons d'économie, mais en plus, il se trouve que quand on comprime bien, on organise. Voilà. En fait, l'un va avec l'autre. Pour réduire, pour comprimer une quantité d'informations en perdant le moins possible d'informations, ça conduit forcément à organiser cette information. Et donc du coup, notre cerveau, il comprime et il organise. Et en fait, comprimer et organiser, c'est se représenter. C'est ça qu'on appelle représentation. Hein. Là, il y a une trace, il y a la réalité, il y a des sens. Ces sens conduisent à un flux d'informations en permanence, flux que l'on comprime, que l'on organise, et nous on appelle ça des représentations de la réalité via l'interface sensorielle. Alors, et ça a été dit, ce phénomène qui n'est pas si simple, parce qu'en fait, réalité, sens, représentation, mais la représentation, finalement, elle dit quoi de la réalité ? Finalement, quand on voit quelque chose, on voit quoi ? Eh bien, depuis toujours, des philosophes, des littéraires, on dit ça de façon
extrêmement élégant et beau. Et là, moi, j'ai ce petit texte de Bergson qui dit « Il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs. Aux données immédiates et présentes de nos sens, nous mêlons mille et mille détails de notre expérience passée. Le plus souvent, ces souvenirs déplacent nos perceptions réelles, dont nous ne retenons alors que quelques indications, simples signes destinés à nous rappeler d'anciennes images. » C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on dit il y a une réalité, il y a un spectacle sensoriel, c'est par exemple je vois des choses, et puis je pense. Ben non, en fait, tout est mélangé. La représentation, en fait, elle est là, et c'est elle que l'on voit. On ne voit pas la quantité d'informations qui vient de la réalité. En fait, ce qu'on voit, c'est pas c'est pas avec les yeux. Ce qu'on voit, c'est avec le cerveau. Et du coup, et c'est pour ça, c'est parce qu'on voit avec le cerveau que nos perceptions sont imprégnées de souvenirs. Donc on peut dire que on ne connaît jamais, on ne fait que reconnaître quand on voit quelque chose. En fait, on projette dessus tout un tas de choses qu'on a vécues en rapport avec ce que l'on voit. Et au passage, d'ailleurs, vous voyez, c'est quand même, moi je trouve qu'aujourd'hui, on sous-estime l'importance de ce qu'on appelle les humanités. C'est-à-dire, il y a vraiment des écrivains, des philosophes, qui en quelques phrases en disent autant qu'une brouettée d'articles dans des revues prestigieuses. Alors, que font les gens de l'intelligence artificielle ? Eux, en fait, la réalité, ils s'en fichent. Parce que eux, ils travaillent avec des informations qui viennent d'ordinateurs. Et donc, en fait, pour eux, réalité, interface sensorielle, c'est la même chose. Et donc, en fait, il va y avoir un input, ils appellent ça un input qu'ils vont coder, et qui vont coder dans le but de comprimer et d'organiser. Et bien sûr, il va y avoir une nécessité d'optimalité, c'est-à-dire comment comprimer au mieux. Comment comprimer au mieux, c'est de faire que l'input soit le plus proche de ce qui est comprimé. Et l'input le plus proche de ce qui est comprimé, ça va conduire à minimiser une fonction. Et toute la question, ça va être quelle fonction on va minimiser pour faire que la compression soit la plus proche possible, la plus efficace possible, c'est-à-dire la plus proche en termes d'information de ce qui vient de l'input et la plus économique en termes de recueil d'informations. Alors, et donc beaucoup de scientifiques qui font de l'intelligence artificielle font des maths appliquées dans le but de réfléchir autour de cette question. Et alors, figurez-vous que y a un monsieur qui s'appelle Hinton, qui est le pape de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, il a été au tout début de l'intelligence artificielle dans les années 80. Puis vous savez que les réseaux de neurones, ça s'est effondré dans les années 90, début des années 2000. Plus personne n'en faisait. Et lui, il continuait à en faire. Et puis c'est lui qui a fait renaître l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones. En 2006, on verra ça tout à l'heure dans un papier qu'il a écrit. Et c'est depuis là qu'il y a eu l'explosion de tout ce qu'on connaît dans Google, Facebook, etc. Et donc pendant la période sombre de l'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones, en 1993, Hinton publie un papier, vous voyez, où il parle d'auto-encodeur, donc comment fabriquer un cerveau. Et puis vous voyez, il parle de l'énergie libre. C'est-à-dire qu'il dit tout à l'heure, je vous disais, il doit y avoir une fonction qui optimise l'adéquation entre la compression et l'information qui vient de la réalité. Et donc, il a cherché cette fonction à minimiser et il a utilisé ce qui venait de développement de mathématiques appliquées assez sophistiquées, qu'on appelle minimum description length, c'est-à-dire en fait, quand on a une quantité d'informations, comment la remplacer par, en gros, c'est quand vous avez un texte, comment le remplacer par un résumé qui a la même quantité d'informations que le texte original, mais qui est le plus petit possible. C'est ça, minimum description length. Et donc, il y a toute une théorie mathématique autour de l'optimalité d'un résumé. Et il part de ça, et il arrive à une fonction à minimiser, et il dit dans le papier, regardez, F, ça a exactement la forme de l'énergie libre d'Helmholtz. Et puis voilà. Et puis vous allez voir bien sûr qu'en 2006, on a un papier de Freestone, tac, on revoit l'énergie libre apparaître. Alors là, c'est pour le cerveau, parce que Freestone, bien sûr, c'est un neuroscientifique.
Et alors c'est un papier sur lequel on va rentrer un peu dans le détail parce que c'est un peu de mon point de vue, d'après ce que j'ai lu, hein, c'est le papier un peu initiatique de toute cette aventure sur l'énergie libre et du cerveau. Et alors c'est un papier très dense avec plein de références dans tous les champs des statistiques, des maths appliquées, des neurosciences, de l'intelligence artificielle, ça part dans tous les sens. Et il cite 3 papiers de Hinton sans jamais citer le papier de 93 où Hinton introduit la notion de minimisation de l'énergie libre. Et entre nous, ça c'est coquin. Ça c'est coquin parce que, à mon avis, c'est impossible qu'il n'ait pas su que Hinton avait déjà découvert qu'on pouvait fabriquer un auto-encodeur en minimisant une énergie libre. Donc vous voyez, quand aujourd'hui on voit tout un tas d'articles dans la presse plus ou moins spécialisée disant que ces équipes ont trouvé un principe qui permet d'expliquer la vie, la pensée, etc. avec la notion d'énergie libre, c'est un peu discutable. Enfin, je ne suis pas historien des sciences, mais vous avez vu quand même que 16 ans avant, il y avait quelqu'un qui, ou 7 ans, 93, 7 et 6, 13 ans avant, il y avait quelqu'un qui avait déjà eu un peu la même intuition. Alors néanmoins, il faut être honnête, le papier de Freestone, il dit plus de choses que le papier de Hinton, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors Hinton, déjà, lui, il sépare réalité, interface sensorielle et codage. Alors bien sûr, il sait bien que la réalité est inaccessible, et donc en fait, lui, ce qu'il va minimiser, c'est l'écart entre le codage et l'interface sensorielle, qui est la représentation de la réalité, en fait. Enfin, pas la représentation, qui est la traduction de la réalité par les sens, puisque la représentation, c'est dans le codage. Mais sinon, le principe est exactement le même. Le principe est, on doit comprimer de façon optimale, il va y avoir une fonction à minimiser. Et on en arrive à son papier. Alors bien sûr, il y a bon, j'ai repris des schémas qu'il présente dans son article. C'est assez abscon, hein, vous allez voir, mais c'est bien de rentrer dans le détail de sa formulation. Alors d'abord, il définit θ. θ, c'est le monde extérieur. Ok. Et puis lambda, c'est le monde intérieur. Ok. Et Q, en fait, alors c'est abstrait, c'est la densité du probabilité du monde extérieur pour un état donné du monde intérieur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, à un instant donné, notre cerveau, il est fait d'une certaine façon. Ben, ce cerveau-là, qui est fait d'une certaine façon, il contient en lui une certaine représentation du monde extérieur. Eh ben donc on peut dire que Q de θ et de lambda, c'est le monde extérieur tel que je le pense, en ce moment, au moment où mon cerveau il est comme il est. Voilà. Alors, après, il parle des organes sensoriels. Il dit voilà, en plus, alors il y a la réalité, mais on a des yeux, des oreilles, etc. Et il y a une information qui vient de l'extérieur et qui va rentrer dans notre cerveau, qui va rentrer et qui va agir sur notre monde intérieur. Et donc c'est là qu'il sort, comme Hinton, sa notion d'énergie libre, qui est une fonction à minimiser. Alors voilà l'expression mathématique de l'énergie libre. Alors bon, peu importe, vous voyez qu'il y a 2 termes. Là, il y a un terme qui correspond à l'information sensorielle. Et puis il y a un terme où, à gauche, là, vous avez le monde extérieur tel que je le pense. Et à droite, vous avez la probabilité du monde extérieur conditionnellement à l'information sensorielle que je reçois. Bon, alors je sais, c'est un peu indigeste, mais vous inquiétez pas, on va arriver à digérer. Et puis il y a une distance là, en fait, qui est une pseudo-distance. Et donc en fait, minimiser l'énergie libre, comme on voit ici, il n'y a pas le cerveau ici. Il n'y a que l'information sensorielle. Donc en fait, quand on minimise l'énergie libre, ça revient à faire que ça est le plus proche possible de ça. Mais on a vu tout à l'heure qu'à gauche, c'est le monde extérieur tel que je le pense. Et à droite, c'est la probabilité du monde extérieur conditionnellement à l'information sensorielle que je reçois. On peut dire que c'est ce que les sens me disent de la réalité. Et donc en fait, minimiser l'énergie libre, ça revient à dire, à rechercher
un cerveau qui fait que le monde extérieur tel que je le pense est le plus proche possible de ce que mes sens m'indiquent qu'il est. Bon, alors, ça devient là un tout petit peu plus clair. Si on essaie de l'expliciter, il y a le monde tel que je le pense, c'est-à-dire il est à l'intérieur de mon cerveau, c'est mon imaginaire du monde. Mais il y a aussi en permanence une information qui est véhiculée par mes sens et qui vient du monde extérieur. Eh bien, c'est normal qu'il faut que les deux soient le plus possible en adéquation. Sinon ça fait quoi? Et là, on glisse dans la psychopathologie. Sinon, ça peut faire de la psychose. Si vos représentations internes du monde ne sont pas en adéquation avec ce que vos sens vous disent du monde, c'est que vous délirez. Et donc, faut être honnête, c'est vrai que déjà on voit là, alors il dit pas ça, il n'y a pas d'interprétation psychopathologique de Friston, on est très loin de ça. C'est un papier neuroscientifique, c'est pas un papier psychopathologique. Il en écrira des psychopathologiques plus tard. Mais on voit que dès le début de ses travaux, c'est vrai qu'on peut faire un lien entre des choses extrêmement abstraites, de modélisation abstraite et mathématique de la réalité, des sens et du cerveau et de l'esprit, quelque part, et puis de ce que l'on voit dans la clinique. Alors, j'ai marqué Bayes ici. Bon, c'est qu'ici, vous voyez, on a probabilité de θ sachant y bar, et ça, c'est une probabilité conditionnelle, et les probabilités conditionnelles, ça interpelle le théorème de Bayes. Alors, et je suis obligé d'en parler, parce que en permanence en ce moment, vous avez des papiers qui disent « Ah, ça y est, le cerveau, c'est un système bayésien ». Et là aussi, vous voyez que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que d'un côté, le théorème de Bayes, ça dit quoi? Ça dit que la probabilité d'être blond quand on a les yeux bleus, c'est la probabilité d'être blond et d'avoir les yeux bleus divisée par la probabilité d'avoir les yeux bleus. Donc c'est quand même pas quelque chose de transcendantal. Alors, après, c'est vrai que c'est utilisé en statistique, mais c'est utilisé en statistique, en fait, pour des choses triviales. Qu'est-ce que dit le théorème de Bayes tel qu'on l'utilise pour le traitement de l'information? Il dit juste que là, en ce moment, il y a un séminaire. Vous êtes arrivé au début du séminaire tel que vous étiez, et à la fin du séminaire, vous serez un peu différent. L'état que vous serez à la fin du séminaire, bien sûr qu'il dépend aussi de l'état dans lequel vous étiez au début du séminaire. Il ne dépend pas uniquement du contenu du séminaire. À la fin du séminaire, vous ne serez pas tous les mêmes. Et donc, voilà, donc quand on dit ça, on est bayésien. La probabilité a posteriori dépend de l'information reçue et de la probabilité a priori. Ça c'est juste. Alors bien sûr que le cerveau fonctionne comme ça, bien sûr, c'est la vie, tous les apprentissages sont comme ça. Donc de dire qu'il y a une grande révolution parce qu'on découvre que le cerveau est bayésien, ou alors il y a un truc qui m'échappe, ou alors c'est un truc trivial. Alors, néanmoins c'est vrai qu'à ce stade, Friston va écrire des choses qui sont astucieuses et qu'il n'y a pas dans les neurosciences. C'est que dans la partie énergie libre, vous voyez à gauche de l'énergie libre, il y a log de Y tilde. Et en fait, Y tilde est fonction de alpha. Alors alpha, c'est quoi? Alpha, c'est l'effecteur. Alors ça, c'est astucieux, et ça, en intelligence artificielle, bien sûr, c'est quelque chose qui néglige. C'est qu'en fait, quand on voit, on tourne la tête à gauche ou à droite. C'est notre cerveau qui nous dit de capter une information qui vient d'un endroit ou d'un endroit. Nous, l'information que nous recevons de la réalité n'est pas neutre, elle dépend aussi de nos représentations mentales. Ça va dans l'autre sens. Et en fait, quand on minimise l'énergie libre, on minimise aussi log de P de Y tilde, ce qui correspond à faire que quand, dans la vie, nous allons en quête d'information, nous recherchons l'information qui va nous permettre au mieux de mettre en adéquation le monde tel que nous le représentons et l'information qui vient de la réalité et que nous percevons à partir de nos organes sensoriels. Et ça aussi en termes psychologiques, c'est intéressant parce que ça fait tout de suite penser à l'attention. C'est une véritable définition abstraite et assez percutante
de ce qu'est l'attention. Quand je dirige mon esprit, enfin mes sens vers quelque chose, eh bien, ce quelque chose me permet d'être moins psychotique possible. Voilà. En fait, pour le dire vite, c'est ça. Voilà. Alors, après, voilà, fenêtre sensorielle. Et alors après, donc Freestone va dans son papier, va utiliser ses compétences de neuroscientifique, qui sont pas mon trip, mais il va dire que dans la réalité, il y a des phénomènes qui varient très vite, qui varient moyennement vite et qui varient très lentement. Et donc vous voyez, il segmente la réalité en trois, il la factorise, comme on dit, et il dit que tout ce qui va très vite dans la réalité, c'est codé par l'activité neuronale. Ce qui varie moyennement vite, c'est codé par la neuromodulation, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau des synapses, là, le fait que la sérotonine, il y en a plus ou moins. Et puis ce qui varie très lentement dans la réalité, ça va être codé par les connexions neuronales. D'accord, bon, pourquoi pas, c'est vrai. Et puis il dit aussi que l'information sensorielle, elle est hiérarchique, c'est-à-dire nos organes des sens, en fait, ils sont structurés d'une certaine façon, et il montre que la structuration des organes des sens conduit à une structuration du cerveau et des groupes de neurones, et c'est vrai que les neurones sont structurés, comme vous le savez, c'est pas un ensemble homogène et isotrope de neurones, il y a des structures qui sont elles aussi en lien les unes avec les autres. C'est une façon d'expliquer pourquoi, en minimisant F, on obtient quand même comme ça, à partir de ce modèle, un cerveau qui a une structuration hiérarchique. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé après 2006? Alors c'est le buzz total. Vous êtes au courant, et là on a Wired, qui est la revue, l'ultime revue des geeks nord-américains, à laquelle je suis abonné, une revue donc d'informaticiens. Et en première page de Wired, il y a Freestone, et donc il est présenté comme le génie neuroscientifique qui permet de comprendre pourquoi l'intelligence artificielle est une véritable intelligence. Donc le buzz total. Mais en même temps, quand même, des papiers, alors là un papier récent, extrêmement bien fait, 2 philosophes qui sont vraiment super pointus, et qui décortiquent les travaux de Freestone et qui disent c'est pas aussi simple que ça, en fait, ce qu'il dit c'est excessif. Donc une critique, c'est normal, c'est la science, il y a de la critique, mais c'est une critique très étayée et qui quand même ébranle fortement ce que dit Freestone sur ses bases. Et puis il y a des travaux en lien avec la psychanalyse. Alors là, il y a les papiers de Thomas qui sont absolument fantastiques, qui sont très clairs, extrêmement bien documentés, à la fois sur les travaux de Freestone et sur les travaux psychanalytiques, et qui montrent comment on peut effectuer... Alors tout à l'heure j'ai fait un peu une ébauche avec la psychose, et alors Thomas il fait ça sur des psychopathologies, les troubles du comportement alimentaire, il fait ça sur l'inconscient, le conscient, le refoulement. Il y a d'autres papiers qui parlent du ça, par exemple, et il faut bien dire que c'est assez séduisant. Il faut bien dire que c'est assez séduisant. Alors, bon, il y a quand même des auteurs qui disent, oui, mais est-ce que c'est de la science ou de la métaphysique? Parce que bien sûr, aujourd'hui, Freestone, il n'y a pas de manip. Il y a des simulations, il y a quelques bricoles, mais c'est pas en prise avec la réalité expérimentale. Alors je vous propose quand même, comme on parle d'énergie, je pense et que quand même dans les travaux de Freud il y a de l'énergie, je vous propose de passer 5 minutes à se demander, mais finalement on parle d'énergie libre, mais c'est quoi l'énergie libre? Et même c'est quoi l'énergie? Dans tous les jours on utilise ce mot. Alors David disait tout à l'heure, l'empathie, il y a plein de définitions, l'énergie, il y a plein de définitions aussi. Il y a de l'énergie chez les physiciens, Freud il a son énergie, Freestone a son énergie, mais est-ce qu'on parle de la même chose? Alors quand on revient aux origines de l'énergie, il faut se souvenir qu'il y a quelques centaines d'années, les pseudo-chercheurs de l'époque, même c'est des chercheurs, disons des pseudo-scientifiques, ils étaient quand même impressionnés par la chaleur et par le feu. C'est vrai que le feu c'est fascinant. Ils disaient qu'en fait, si les bûches brûlent, c'est qu'à l'intérieur des bûches, il y a une matière qui est du feu, mais qui est du feu contenu. On appelle ça le phlogistique. Et en fait, si on met un briquet, un phlogistique qui sort et ça fait du feu. Voilà, le phlogistique, c'est un feu fixé dans la matière.
Et puis même, en fait, le phlogistique, il partait dans l'air, et c'est pour ça que, en fait, nous, on dit qu'il y a du gaz carbonique, hein, et eux, ils sentaient bien que l'air, après une combustion, il était un peu différent. Hein, mais ils n'avaient pas la notion d'oxygène et de gaz carbonique, et ils disaient que le phlogistique, il était parti dans l'air. Et puis, il y a Lavoisier, il dit, ah ouais, mais ça marche pas, parce que, oui, effectivement, c'est vrai que quand on fait brûler une bûche, il y a de la cendre, et que la masse de la cendre est plus petite que la masse de la bûche, donc il y a quelque chose qui est parti. Et ce qui était parti, c'était le phlogistique. Mais Lavoisier, il dit, ah ben ouais, mais ça marche pas, parce que quand on fait brûler du magnésium, vous savez, dans les flashs qu'il y avait au début de la photographie, on faisait brûler du magnésium. Ben oui, mais quand on brûle du magnésium, ben sa masse augmente. Donc du coup, le phlogistique, il n'est pas parti, puisque la masse, elle a augmenté. Et en fait, quand on fait brûler du magnésium, il s'oxyde en oxyde de magnésium, donc il pèse plus lourd. Alors, et du coup, Lavoisier, il dit, non, le phlogistique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le calorique. C'est un fluide subtil, invisible et impondérable, qui s'écoule des corps chauds vers les corps froids. Quand vous mettez votre main sur un radiateur, Lavoisier il dit que le calorique quand il y a le radiateur, il rentre dans votre main et dans votre corps et ça vous réchauffe. Mais, alors ça, et c'est fondamental, voilà ce qu'il dit. Alors tout le monde s'est moqué de Lavoisier parce que bien sûr le calorique ça n'existe pas. Mais vous voyez ce qu'il dit Lavoisier, il dit nous ne sommes pas même obligés de supposer que le calorique est une matière réelle. On peut en envisager les effets d'une manière abstraite et mathématique. Et ça, c'est de la pensée scientifique. C'est-à-dire, il conceptualise. Et vous me voyez venir sur ce que Freud appelle l'énergie, et même ce que vont être les topiques freudiennes, etc. Ce n'est pas forcément des réalités, c'est des abstractions qui peuvent nous aider à penser. Exactement comme Lavoisier l'a fait avec le calorique. Et Lavoisier, c'est un grand scientifique. Alors bien sûr, ça n'a pas marché parce qu'on s'est rendu compte que le travail peut se transformer en chaleur. Donc il n'y a pas de conservation du calorique. C'est plus compliqué que ça. Quand une voiture freine, les pneus s'échauffent. Voilà, il n'y a pas de conservation de la chaleur. Et donc du coup, on a défini l'énergie. Mais alors, du coup, quand vous regardez ce qui se passe au niveau des physiciens, il y a plein d'énergies. Il y a l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie interne. L'énergie interne, c'est un gaz, si vous voulez, à l'intérieur. Un gaz, s'il ne bouge pas, il n'y a pas d'énergie cinétique, puisqu'il ne bouge pas. Mais à l'intérieur du gaz, les particules, elles bougent. Donc c'est ça qu'on appelle l'énergie interne. C'est l'énergie à l'intérieur du gaz. Eh bien, on peut montrer que dans l'énergie interne d'un gaz, donc on l'appelle U, vous savez que, en fait, l'énergie interne, il y a une bonne énergie et une mauvaise énergie. La mauvaise énergie, c'est le bazar, c'est le désordre. C'est de l'énergie, mais c'est une énergie désordonnée. Quand on enlève à l'énergie interne, quand on enlève l'entropie, on a ce qu'on appelle l'énergie libre. Et vous comprenez, d'ailleurs, on comprend, elle est libre parce qu'en fait, c'est la bonne énergie dont on va pouvoir se servir. Et c'est ça que Hinton, dans son papier, il dit que formellement, abstraitement, ce qu'il a, ça ressemble à une énergie libre. Donc vous voyez, c'est quand même très loin de la réalité énergétique, physique, thermodynamique, etc. Et puis en plus, alors vous savez, quand on dit qu'il y a conservation de l'énergie, en fait c'est faux, ça dépend ce qu'on appelle énergie, parce que dans une bombe atomique, il n'y a pas de conservation de l'énergie, puisque c'est la masse qui se transforme en énergie. Donc en fait, la conservation de l'énergie, c'est toujours plus compliqué, parce qu'on trouve toujours plus d'énergie. Et en fait, quand on regarde ce que les physiciens disent de l'énergie, ils disent juste, c'est quelque chose qui se conserve, c'est tout, c'est ça l'énergie. L'énergie, en gros, c'est quelque chose qui permet de faire bouger les choses. C'est ça qui donne la communauté sémantique. Mais en réalité, l'énergie, ça se conserve. Et vous voyez la pensée pragmatique des physiciens. L'énergie, ça se conserve. Et ça se constate que ça se conserve. Ça se prouve que ça se conserve avec 10 chiffres après la virgule. Donc c'est un concept qui marche. C'est un concept qui marche parce que ça se vérifie expérimentalement. Alors là, vous voyez bien sûr que les autres qui utilisent l'énergie, Freud, il utilise une énergie comme Lavoisier. Et Freestone, il fait pareil. Il fait pareil. Parce que lui, il montre rien sur l'énergie. Il met pas les mains dans le cambouis de la réalité expérimentale. C'est une énergie libre métaphorique. C'est pas une énergie libre qui obéit à la logique de la recherche physique concrète où on met dans les mains dans le cambouis pour montrer que ça se conserve. Alors figurez-vous qu'il y a des gens qui ont mis les mains dans le cambouis pour faire une énergie de cerveau. C'est Hopfield.
c'est un vieux monsieur, 1982, sur les réseaux de neurones. Il modélise des neurones comme ça, mais alors lui, il les modélise vraiment au niveau microscopique, ce que ne fait pas Freestone. Et il montre que, voilà, une simulation de cerveau, et il montre qu'on peut définir à partir de cette simulation de cerveau une énergie qui décroît nécessairement au cours du temps. Et à partir de ça, il montre qu'on peut représenter les états mentaux sous forme d'attracteurs, et le fonctionnement psychique, c'est aller d'un attracteur à un attracteur, et les réseaux d'attracteurs étant, compte tenu de la complexité de notre cerveau, horriblement compliqués. Voilà, alors là, ça, vous voyez, c'est une modélisation d'un cerveau, mais microscopique, réellement, à partir de simulations, où on utilise aussi une énergie, certes qui est métaphorique, mais qui est calculée explicitement, et qui permet aussi de représenter le fonctionnement psychique. Et, curieusement, quand on retourne à Hinton et à son papier The Seminal Paper in Deep Learning, c'est-à-dire c'est le papier culte des réseaux de neurones, dans Science 2006, dans ce papier, Hinton minimise une énergie référencée dans la référence 7, qui est celle de Hopfield, qu'on vient de voir juste avant. Et c'est ça qui marche aujourd'hui. C'est ça que les gens de l'intelligence artificielle utilisent. Donc effectivement, ils font diminuer une énergie, mais ce n'est pas une énergie libre, c'est une énergie telle que définie de façon microscopique par Hinton. Alors, et tous ces modèles qui viennent de l'intelligence artificielle, eh ben, ça permet d'avoir des représentations du fonctionnement psychique extrêmement efficaces et intuitives. Voilà un auto-encodeur d'images. Donc c'est des centaines de milliers d'images. Et donc on fabrique un cerveau qui comprime des images et qui les représente. Et il y a des informaticiens dans ce papier qui se sont intéressés à voir au niveau des couches profondes du réseau de neurones quelles étaient les représentations des images. Et donc à partir de ces images de chiens, ben voilà dans la couche 4 des images mentales d'un réseau de neurones formel. Et dans la couche 5, vous voyez, elles sont encore plus dégradées, mais dégradées en captant quand même quelque chose. Quand je vous disais tout à l'heure, ça comprime, mais ça organise. Et on voit quand même qu'il y a une trace très forte de l'image originale. Et on est proche là de tableaux d'artistes d'aujourd'hui qui sont un peu figuratifs, mais pas complètement. Alors, en résumé, l'énergie libre, c'est un intitulé drôlement vendeur parce qu'il y a deux mots diaboliques, l'énergie et c'est libre. L'énergie, c'est fantastique. Avoir de l'énergie, c'est fantastique. Être libre, c'est fantastique. L'énergie libre, c'est fantastique au carré. On dirait un slogan de Mélenchon, c'est extraordinaire. Avec ça, on invente le monde. Alors d'accord, mais la science, il faut quand même faire gaffe au concept vendeur. Il n'y a pas que ça. Alors néanmoins, c'est vrai, l'énergie libre, c'est un concept séduisant et fertile. Il n'y a rien à dire, c'est vrai. Ça permet d'associer et de trouver tout un tas de trucs extrêmement séduisants, je dois reconnaître. Alors de notre côté, c'est vrai, l'énergie libre, telle que le fait Freestone, ça permet de mathématiser la vie. Ça permet de mathématiser la pensée, ce qui, jusqu'à présent, n'était pas vraiment proposé dans les modèles. Et c'est vrai que c'est une étape. Alors ça permet aussi, ça c'est quelque chose d'important, de passer du local au global. Alors c'est peut-être un peu délicat, mais si vous voulez, vous voyez, aujourd'hui les sciences cognitives ne permettent pas de proposer une représentation globale du sujet pensant. Ce que fait la psychanalyse. Quand on dit il y a un conscient, il y a un inconscient, il y a un surmoi, tout le monde comprend, tous les jours, en permanence, on a un surmoi, il est là, etc. Ça parle. Alors que les sciences cognitives, il y a des tâches microscopiques, et on dit, ah ben là, voilà, on a cette façon de traiter l'information. Mais on n'a jamais la photographie globale, the global picture, comme disent les anglophones. Vous voyez, c'est un peu comme les chimistes. Les chimistes, ils ont plein de réactions chimiques. Et voilà, là, c'est l'oxydation de la combustion du méthane. Bon, ben voilà, alors ça c'est vrai, la combustion du méthane, c'est cette équation. Mais on s'en fout. Voilà, ça explique pas la vie, ça. Alors que vous voyez, ça c'est la loi de la gravitation universelle, ça c'est vrai partout. Voilà, c'est vrai partout, dans les autres galaxies, etc. Cette formule, elle est vraie
Dès que vous faites tomber votre téléphone portable par terre, c'est à cause de la gravitation universelle. Alors que la combustion du méthane, ben c'est vrai quand vous faites de la cuisine, si vous avez du gaz, mais c'est tout. Ça n'a pas plus de portée. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a une espèce de frustration avec les sciences cognitives, parce que c'est un savoir local, ça ne donne pas la jouissance de comprendre globalement, alors que la psychanalyse, c'est global, et c'est vrai que c'est assez jouissif. Et Freestone, il permet de faire passer les sciences cognitives du local au global, et ça c'est un vrai progrès. Alors néanmoins l'énergie libre serait très bio, c'est très biologique, hein. Il n'y a pas le langage, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la sexualité, il n'y a pas le etc., il n'y a pas l'art, il n'y a pas tout ça, c'est hyper spéculatif, c'est même métaphysique. Et puis franchement ça fait un peu théorie du tout, quoi. Ça explique tout, et vous savez que quand on explique tout, en général c'est mauvais signe. Et donc il y a des chercheurs qui disent, il y a des philosophes qui disent en fait c'est de la pure spéculation métaphysique. Et je suis assez d'accord avec ça. Le truc c'est qu'il y en a eu déjà plein d'autres spéculations métaphysiques et que elles ont fait plouf, quoi. Elles ont fait plouf. Alors moi j'en ai vécu certaines. Alors la théorie des catastrophes, les plus jeunes d'entre vous n'ont pas entendu parler parce que ça s'est effondré. Mais donc ça vient de René Thom, qui est ici, médaille Fields de mathématiques. Alors vous voyez, il y a le mot-clé, hein, médaille Fields, donc c'est un génie, c'est des maths, c'est incompréhensible, donc ça y est, on va tout découvrir. Alors, il avait montré que des fonctions potentielles dans des espaces de 5 dimensions au plus, non de changement brutal de forme qu'avec 7 configurations possibles. Il y a la fronce, le pli, le champignon, etc. Alors en plus, c'est des mots qui sentent un peu la parapsychologie ou les pseudosciences ou l'astrologie. Hein. Donc on voit, là vous voyez, les 7 formes bizarres que peuvent avoir des surfaces dans un espace à 3 dimensions. Et on peut montrer qu'il n'y en a pas d'autres. Et en fait, l'idée c'était de dire que dans la vie, dans la pensée, en fait, nous sommes dans un espace d'au plus 5 dimensions et que par moments dans la vie, nous avons des choix à faire, nous n'y comprenons plus rien, nous sommes perdus. Et donc il se passe des bifurcations, des choses bizarres. Et ces choses bizarres, elles obéissent à une régularité, elles ne sont pas n'importe quoi, elles ont que 7 formes possibles. Et à partir de ça, il y a eu une espèce de métaphysique de la vie, de la pensée, des sciences humaines et sociales, de l'embryologie, des vagues, du sable sur au bord de mer, etc., etc. Alors ça a beaucoup excité les foules, et puis aujourd'hui c'est plus tellement d'actualité. Alors la mécanique quantique, voilà. Alors il y a Penrose, prix Nobel de physique 2020, qui il y a longtemps avant a dit que les microtubules dans le cerveau avaient une structure fractale et que les structures fractales comme ça massivement nombreuses et en réseau, ça conduit à des processus quantiques et que ces processus quantiques ça pourrait être l'esprit. Bon là franchement, pour moi c'est subdélirant. Mais il y a des papiers, alors il y a une revue dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, il y a des travaux récents, papiers dans Nature Photonics 2021, sur le fait qu'effectivement, dans des structures fractales, on peut avoir des phénomènes quantiques, et donc il y a des auteurs qui disent qu'on pourrait, alors c'est pas forcément si idiot, il y a des auteurs qui disent que, en fait, dans le cerveau, on pourrait définir des cognitons. C'est-à-dire il y aurait des propriétés émergentes de groupes de neurones ou même de configuration de neurones, et que ces petites propriétés émergentes, on devrait les appeler des cognitons, c'est-à-dire des petites particules qui auraient des propriétés quantiques, et on pourrait se servir de la théorie quantique des champs pour expliquer la pensée, notamment pour expliquer l'ambivalence, qui est quand même un truc que les psychanalystes aiment bien. Et donc l'ambivalence, c'est une superposition d'états. Et c'est vrai que c'est difficile à définir avec les outils mathématiques des sciences cognitives. Alors que la mécanique quantique, elle fait très bien les superpositions d'états et donc l'ambivalence. Voilà, alors, un mot sur le gène égoïste, alors que je trouve vraiment extrêmement intéressant pour la psychanalyse. Vous savez, c'est Dawkins, alors moi je trouve ça fabuleux, c'est un Anglais malheureusement, qui explique que l'évolution, en fait, c'est juste la transmission d'informations. Voilà. Et que la vie n'a qu'un seul objectif, la transmission d'informations. Voilà. Life is just bytes and bytes of digital information.
Et donc en fait, nous ne sommes que des véhicules pour la propagation des gènes. C'est pas du tout la survie des espèces, c'est la survie des gènes. Et en fait, nous sommes là juste pour que les gènes continuent. Et du coup, vous savez, il a développé la notion de memes, de mèmes qui sont des transmissions de messages informatifs ou de petites figures qui aujourd'hui sur l'internet font un buzz extraordinaire, comme des gènes qui se propagent biologiquement. Et alors, c'est là qu'il y a une chose qui est, j'en arrive, c'est mon avant-dernière slide, hein. Il y a une chose que je trouve qui est complètement absente chez Freestone et qui en fait est extrêmement importante chez Dawkins, c'est la mort. C'est que Dawkins dit minimiser l'énergie libre, c'est ça qui fait que la vie peut exister, et qu'en fait la vie c'est une minimisation de l'énergie libre. Ben oui, mais la mort est indispensable à la vie. S'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas d'évolution. Et donc en fait, la mort est indispensable à la vie, et donc or la mort est complètement opposée à la théorie de la minimisation de l'énergie libre. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème majeur. C'est un problème majeur. Et puis enfin, si on regarde l'humain, ben l'humain c'est une machine à transmettre l'information. Alors par le sexe, bien sûr, et par le langage. C'est vraiment ça qui fait notre spécificité. Nous écrivons des livres, et on en écrit plein que personne ne lit, mais on les écrit, et donc ils sont là. On transmet l'information. Alors pour faire plaisir à David et à Yves, je mets même l'art, et on transmet des choses avec l'art. Eh ben si je mets sexe et langage, bah quand même, si vous êtes psychanalyste, sexe et langage, c'est pas rien. Et on peut dire que la psychanalyse permet de faciliter, d'organiser le transfert d'informations dans l'humanité. J'en arrive à ma dernière slide. Voilà, à mon avis, aujourd'hui, la psychanalyse en est au stade de la thermodynamique du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, Lavoisier, à propos du calorique, c'est ce que Freud dit sur les topiques freudiennes, les topiques, l'inconscient, le conscient, le préconscient. Tout ça, c'est comme le calorique. C'est des choses abstraites, qui ne sont pas mathématiques, là, qui sont abstraites et qui permettent de penser, mais qui ne sont pas forcément réelles. Je pense que Freud ne revendique pas la réalité du préconscient. Voilà. Et que c'est étayé par l'expérience clinique et par le sens commun. Aujourd'hui, tous les gens savent que quand on fait un lapsus, c'est un truc inconscient qui passe. Voilà, et que c'est ça qui valide, c'est pas par les travaux scientifiques. Alors néanmoins, David vous a montré tout à l'heure qu'il y a plein de travaux scientifiques qui permettent d'étayer ou de réfuter des éléments issus de la théorie psychanalytique. Et donc bien sûr que la science peut aider la psychanalyse à se construire et à se déconstruire. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Alors bien sûr, il est aussi possible de plonger la théorie psychanalytique dans une théorie physique globale du fonctionnement du cerveau comme le fait Freestone. Alors, il y a deux choix, ou c'est comme Freestone mathématico-métaphysique, bon, ou c'est comme le font les gens de l'IA, digitalo-statistique. Moi je préfère, mais c'est mon truc. Alors après quand même, on pourrait se poser la question, mais Freestone, ces modèles, donc Thomas, il montre qu'il y a plein de concepts psychanalytiques qu'on peut retrouver à partir des travaux de Freestone, mais il y en a plein qu'on ne retrouve pas non plus. Le processus d'association libre, moi je ne le vois pas, alors que c'est quand même la base. La sexualité, on ne la voit pas. Le langage, on ne le voit pas. C'est quand même pas rien. Donc, c'est chaque fois que partiel. C'est-à-dire, oui, on peut plonger la théorie psychanalytique, on peut en plonger des bouts dans des théories physiques globales. Ok, d'accord, mais alors pourquoi faire ? Alors, peut-être que c'est pour rassurer les psychanalystes. Pourquoi pas ? On a le droit d'être rassuré. Peut-être aussi pour les légitimer. Alors moi je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour légitimer la psychanalyse, mais si ça permet de légitimer la psychanalyse, alors pourquoi pas ? Après, c'est vrai que ça peut être utile pour reconstruire, pour redessiner la carte des contours des concepts psychanalytiques. Pourquoi pas, ce qui serait peut-être plus difficile à faire à partir d'épreuves expérimentales.